a été aboli ont historiquement raison, mais dans les faits, ils ont tort. Et en 2017, au coin de votre rue ou au bout du monde, de nouvelles formes d'esclavage prospèrent. Elles touchent des jeunes, des femmes, des migrants. Leurs bourreaux ont au moins 2 points communs, leur manque total d'humanité et leur volonté de faire de l'argent à tout prix. Ce soir, nous allons les démasquer. Les nouveaux trafiquants, c'est le thème de ce numéro de complément d'enquête. Vous allez découvrir pour commencer le nouveau visage de la prostitution avec des filles très jeunes. Leurs proxénètes, eh bien, ce sont souvent leurs copains ou leurs copines, pas toujours majeurs, mais qui n'ont aucun scrupule. Après, le rôle que je joue, c'est à peu près le rôle du mat, puisque en gros, il y a certaines filles qui vont m'envoyer un message. On a besoin d'un client parce qu'on a besoin d'argent. Et je vais leur dire, ok, tu me retrouves à telle adresse. Au final, si la meuf, en gros, en quelque sorte, je la fais bosser, c'est 40. On ira en Libye aussi, où vous verrez pour la première fois la face cachée du trafic de migrants. Tout ce qu'il se passe avant qu'ils prennent la mer, quand de véritables réseaux mafieux vendent et revendent ces hommes comme une vulgaire marchandise. Et puis, quand une première expérience professionnelle tourne au cauchemar, brimade, exploitation, harcèlement sexuel parfois, nous vous raconterons l'enfer silencieux vécu par certaines jeunes filles au pair. Nous voici donc ce soir aux Belles Poules. Les Belles Poules, c'est un ancien bordel, une ancienne maison close à Paris. À l'époque, dans les années 20, il en existait 170 comme ça environ dans la capitale. Mais aujourd'hui, le cadre a bien changé. De plus en plus de jeunes filles se prostituent dans des chambres d'hôtel très glauques. Ça se passe le plus souvent en banlieue. Et leurs souteneurs, comme on disait à l'époque, sont à peine plus âgés qu'elles. Enquête sur ces dealers d'ados avec Paula Tarsis. Tout a commencé par un tuyau. Villepinte, aux portes de Paris. Un parking d'hôtel bon marché, apparemment banal. Pourtant, ce serait aussi le théâtre d'un réseau de prostitution. Des proxénètes exploiteraient des jeunes filles souvent mineures dans ces hôtels. Pour vérifier l'info, on a loué une chambre. Et comme des flics, on a planqué toute la nuit. Regarde, l'homme sort là, il sort, ça fait le numéro. Et en fait, dans les 2 chambres, il y a celle qui est au premier étage et il y a celle qui est tout en haut, tout au bout. 2 chambres attirent notre attention. À l'intérieur de la numéro 25, une jeune femme brune. Et des hommes qui lui rendent visite, puis ressortent au bout de 30 minutes. Entre la 25 et la 40, le défilé va durer jusqu'au milieu de la nuit. Sur le parking, des hommes rôdent, comme s'ils montaient la garde. Nous avons l'impression d'être repérés. Fin de la planque. Nous décidons de repartir sans avoir obtenu toutes nos réponses. Des jeunes filles, parfois mineures, prostituées dans des hôtels premier prix en banlieue. Ce commerce illégal s'étendrait dans toutes les zones industrielles de France. Comment ce business fonctionne-t-il sans être repéré? Et comment les clients arrivent-ils jusqu'ici? Pour comprendre, il faut se mettre à leur place. Aller sur le net, sur des sites de petites annonces, comme Viva Street. Entre les ventes de voitures ou de frigos, des propositions de rencontres amoureuses aux photos suggestives, mais dans lesquelles il n'est jamais question de sexe tarifé. Pour joindre ces jeunes femmes, nous nous munissons d'un téléphone avec une puce prépayée. Oui, salut Alissa, j'ai vu ton annonce sur Viva Street. Bonjour Shainez, j'ai vu votre annonce sur Wannonce. Et nous mobilisons les journalistes de la rédaction. Salut Aurore. Camélia, Sonia. Est-ce qu'on pourrait se voir? Merci. À chaque fois, dès les premiers mots,
aucun doute possible. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant l'annonce de Viva Street. Au bout du fil, il s'agit bien d'une prostituée. Celle-ci est la 50e que nous contactons. Et Samia nous donne rendez-vous dans l'un des hôtels de la zone industrielle de Villepinte. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci, au revoir. Nous retournons sur le parking, munis cette fois d'une caméra cachée. Bonsoir. Excusez-moi, je cherche Samia. Je cherche une petite Samia. Bonsoir. Je ne connais pas une Samia par hasard. Hein. Ok, merci. Entre les chambres ouvertes et les allées et venues des jeunes sur le parking, il règne ici comme une ambiance de cours d'école. Quelques chambres plus loin, notre rendez-vous nous attend. Samia. Bonsoir. Nous prétendons être venus prendre des renseignements pour organiser un enterrement de vie de garçon en sa compagnie. D'accord. Pour 30 minutes de discussion, nous payons 80 €. Bon, écoute, si t'as pas de sous, tu rentres, je mange un peu. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Juste 2 secondes. Non, mais bien sûr, bien sûr. Son annonce semble avoir du succès. T'as beaucoup de demandes. Ah oui, ça bosse beaucoup ici. Hein. Ouais. Ah, mais t'as carrément imprimé l'annonce et tout. Bah, c'est bien toi, hein. Ouais. D'accord. Ah, il y avait écrit sécurisé, je sais pas pourquoi j'ai pas. Sécurisé, tu sais ce que c'est? Non. C'est qu'il y a un gros black devant la porte. Que s'il se passe quoi que ce soit, il rentre et te défonce. Ouais, Je te dis honnêtement, hein, tu verras qu'il y a des blagues dans les voitures, dans les étages. Il y a eu des problèmes, il y a eu des mecs qui sont rentrés pour les braquer, il y a eu des mecs qui sont rentrés pour tout casser, il y a eu des mecs qui les ont frappés. Il y a eu des problèmes, c'est tout. C'est pas tout rose hein, quand on fait ça. Samia aurait 24 ans et nous assure travailler seule et de son plein gré. Depuis combien de temps dure ce manège? Cela fait au moins 4 ans pour Lorraine Questio. Cette avocate se souvient avoir défendu une prostituée mineure en 2013, battue par son proxénète. Avec les photos, l'avocate reconnaît l'hôtel sans difficulté. Dont on parlait. Oui. Et alors, est-ce que ça vous étonne? Qu'est-ce que ça vous fait en fait de voir que ça existe toujours? C'est scandaleux, oui. C'est scandaleux. Oui, parce que nous, évidemment, les victimes, on les connaît, enfin pas celle-ci en l'occurrence, mais c'est les le personnes, parfait, et on oui. sait que dans ces lieux-là sont perpétrés des crimes, des violences extrêmes. Pour cette avocate spécialiste de la prostitution, le profil des jeunes filles est presque toujours le même. Fragile, un peu perdue et souvent naïve. Au départ, tout est fait d'une manière dans un déni, où c'est de l'argent facile, où pour la première fois, on a l'impression d'être grande, on a accès, je sais pas, on a plein de fric dans les mains, même si ça reste pas ça va vite. Voilà, il y a l'aventure, il y a toutes sortes de choses qui, l'espace d'un instant, les éblouissent un peu, et du coup, elles appellent les copines pour qu'elles viennent. Des groupes de 5 ou 6 copines, rarement plus. Dans le lot, il y en a toujours qui jouent le rôle des proxénètes et qui savent très bien où recruter des filles. Les proxénètes ciblent notamment les foyers sociaux et les foyers d'urgence. Pour Shaima, au départ, son arrivée à celui de Neuville-sur-Oise était une bonne nouvelle. Je me suis dit, enfin, j'ai trouvé un logement où je peux me poser, où je peux être tranquille. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'est ici, dans son foyer d'accueil, que cette orpheline, alors âgée de 19 ans, a été kidnappée par des proxénètes il y a 2 ans. C'était là. Votre chambre, c'était où? C'était au premier étage, c'était chambre 148. Shaima se lie très vite d'amitié avec sa voisine de chambre, qui se prostitue à l'extérieur depuis déjà plusieurs mois. Elle en parle à Shaima pour qu'elle la rejoigne. Jusqu'à ce soir d'octobre 2015, où la jeune fille est enlevée Voilà, c'était à là. l'entrée du bâtiment. C'est là où on voyait bien les photos. C'était au moment qu'ils m'ont sorti de la première porte. Sur la vidéosurveillance, on la voit pieds nus, emmenée de force par ses ravisseurs. À la tête de l'opération, une mère maquerelle de 22 ans,
Shirley Henry, alias Chichi, furieuse de ne pas avoir réussi à recruter Shaima dans son réseau. La jeune fille est jetée dans une voiture, direction Argenteuil. Le véhicule se gare ici, au pied de cette tour. Shaima est éjectée sur le bitume. Elle m'a traîné par les cheveux. Il y avait du monde ici, il n'y a personne qui a rien fait. Les gens, ils me regardaient. C'était horrible. Vous pensez que les gens ont compris ce qui se passait? Bon, à mon avis, oui. On voit 5 personnes qui traînent une fille par les cheveux comme ça par terre. En plus, j'avais pas de chaussures. On se dit, il y a quelque chose qui va pas quand même. Shaima est prisonnière au 10e étage de cette tour. Pendant 2 jours, elle est prostituée de force dans l'appartement de Shirley, transformé en maison close. Chichi y prostituait des filles âgées de 16 à 19 ans, juste à côté de la chambre de sa fillette de 4 ans. Les jouets d'enfants côtoyaient les accessoires sexuels. La police a retrouvé un pistolet et plusieurs centaines d'euros en liquide. Ils ont aussi saisi des téléphones de prostituées avec les pseudonymes scotchés dessus: Victoria, Andrea et Zaya. Shaima finira par confier à un client qu'elle est séquestrée. Il prévient immédiatement la police. La jeune fille, en état de choc, est libérée par le RAID pendant la nuit. J'ai été soulagée, oui, et surtout quand le policier m'a pris dans ses bras, il m'a dit ne t'inquiète pas, c'est fini, c'est fini. Donc j'ai commencé à pleurer et voilà, donc ils ont appelé les pompiers m'ont ramené à l'hôpital. L'affaire des proxénètes d'Argenteuil a été jugée au printemps dernier. La jeune mère Macrel et ses complices ont été condamnés. Shirley Henry a écopé de 5 ans de prison ferme. Aujourd'hui encore, Shaima garde des séquelles de cette prostitution forcée. Elle est suivie par des psychologues et son plus grand soutien, c'est son avocate, Sandrine. Bonjour Shaima, ça va bien? Elle entretient une relation très forte avec celle qu'elle considère comme sa deuxième maman. Vas-y, si tu connais le bureau. Merci. La jeune femme est traumatisée par le souvenir de sa proxénète. Tous les jours, elle revit son calvaire. Installe-toi. Merci. J'étais sa marchandise, oui. J'étais son objet, quoi. T'avais plus l'impression que t'étais un être humain? Non. Elle me traitait comme un chien, quoi. Même un chien, on ne le traite pas comme ça, quoi. Elle m'a mis un couteau là, elle m'a tapé. Vous voyez, les gens ont oublié ce qu'on appelle humaniste. Humaniste. De la violence, elle avait encore des hématomes sur elle. Dieu le Père. Les filles sont devenues de véritables marchandises. On fait sa commande, tu connais un tel, tu sais où je peux rencontrer une fille, on a comme réponse Viva Street qui va proposer les services de Kenza avec telle mensuration. Et de plus en plus, hélas, malheureusement, dans les procédures, nous constatons, c'est le my drive de la prostitution. La facilité d'un fast-food et des filles souvent inconscientes des conséquences de leurs actes. Sur les sites, elles prétendent toutes avoir plus de 18 ans. Mais en réalité, de nombreuses mineures proposent aussi leur charme sur la toile, parfois contraintes, parfois de leur plein gré. Elles nous ont donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel en région parisienne, à plus d'1 heure de route de leur quartier, pour éviter d'être reconnues. Nous les appellerons Sophie et Lucille. Ces 2 copines de collège ont 16 et 17 ans. L'une est en 3e, l'autre a lâché l'école. Je me regarde là. Oh, Nicolas, oh là là, Comme toutes les ados de leur âge, elles adorent se filmer pour poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Lucille, c'est la proxénète. Elle a commencé par des petits trafics de cannabis. Aujourd'hui, elle gérerait une dizaine de copines, comme elle dit. Vous l'avez jamais fait? À l'entendre, c'est un business comme un autre. Après, le rôle que je joue, c'est à peu près le rôle du Mac. Puisque, en gros, il y a certaines filles qui vont m'envoyer un message. On a besoin d'un client parce qu'on a besoin d'argent. Et je vais leur dire, ok, tu me retrouves à telle adresse. Au final, si la meuf, en gros, en quelque sorte, je la fais bosser, c'est 60-40 et je l'assume totalement.
ou soit c'est 50-50 et en gros, elle s'assume toute seule. Si vous prenez 60, c'est vous qui... Elle assume tout, en gros, où ça doit s'organiser. Comme par exemple, si c'est dans un hôtel ou dans un appartement. Si c'est sa coiffure, ses ongles, ses vêtements, ses chaussures, tout. En gros, je suis censé tout assumer si je prends 60 et qu'elle prend 40. Et est-ce que vous êtes consciente que c'est illégal? Oui, je suis consciente, mais pour moi, c'est rien. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle aux yeux de la loi Du trafic d'êtres humains. Vous savez que ça s'appelle comme ça? Oui, ça, je le sais. Et qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez l'impression de faire ça ou... Non, pour moi, c'est pas du trafic d'êtres humains. Pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est des gens dans le besoin, en quelque sorte. Puisque, non, mais tu rigoles. Mais en quelque sorte, c'est ça. Lucille la provoque, mais elle risque jusqu'à 10 ans de prison ferme. Sophie non plus ne semble pas avoir conscience de ses actes. Elle nous montre sans aucune difficulté la photo aguicheuse qu'elle avait postée sur la toile. Et donc ça c'est vous? Oui, aucune retouche. Donc ça c'était les photos qui étaient sur votre annonce? Voilà. Sophie nous confie s'être prostituée sur les sites Viva Street et Wannonce jusqu'en janvier dernier. Vous pouviez gagner jusqu'à combien? Je pouvais monter à 20 000 € par mois. C'est énorme. J'ai fait ça pendant 2 mois. 20 000 €, je crois que tu les as bien touchés plusieurs fois. J'ai fait ça pendant 2 mois et demi, 3 mois. Vous le dites jamais le mot? Non. Prostitution? Non. Non, vous n'avez pas l'impression que c'est ce que vous faites? Non. Pas du tout. Vous appelez ça comment alors? Entre vous? Vous dites quoi? Je vais travailler. Bosser. Ouais, je vais bosser. La première fois que vous l'avez fait pour de l'argent, qu'est-ce que ça vous a fait? Ah, Dieu le Je sais Père. pas comment décrire en fait sur l'instant. L'être humain devient une marchandise pour l'argent. L'argent. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Voilà ce que les multinationales ont fait. Et les gouvernements européens, américains. Ah non, Dieu le Père. Tu vois les sous, donc je dis, ouais, c'est des sous. C'est peut-être des sous rapides à se faire, mais c'est pas facile. Parce que tu te donnes. C'est le corps de la femme, on se dévoile. Ce phénomène n'existait pas il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, on estime entre 5 et 8 000 le nombre de mineurs qui se prostitueraient en France. Lorraine Question en est convaincue, le fléau va s'étendre. Mais pourquoi voudrez-vous que ça s'arrête? Parce qu'en fait, la manière dont aujourd'hui on lutte contre le système prostitueur, c'est une manière complètement inefficace en réalité. Parce que c'est l'hydre de Lerne. On coupe la tête, elle repousse. Tant qu'on n'aura pas la volonté réelle de s'attaquer aussi aux proxénètes qui ont pignon sur rue, mais pas uniquement les proxénètes petits caïds, Viva Street, c'est des sites qui se font énormément d'argent. L'avocate a porté plainte contre le site pour proxénétisme aggravé. À plusieurs reprises, nous avons tenté de joindre Viva Street. Pour seule réponse, ce mail laconique reçu il y a 2 jours. Viva Street a été entendu à la suite d'une plainte déposée par l'association du DI. À ce stade, Viva Street ne dispose d'aucune information et ne peut donc faire aucun commentaire. Pas d'interview non plus du côté des hôteliers. Très honnêtement, nous, on n'a rien à répondre, si ce n'est qu'on essaie de lutter contre ces phénomènes qui sont assez compliqués à éradiquer. Voilà, après, je peux pas vous dire grand-chose de plus. Au revoir. Un sujet gênant, car certains établissements semblent débordés. Retour à Villepinte, sur le parking. Bonsoir messieurs. Nous filmons en caméra cachée l'un des employés de l'hôtel. Ouais, ou un... Ouais, il n'y en a plus. Ou un responsable qui pourrait discuter un peu avec nous, on est journalistes. Vous pouvez les virer? Non, parce qu'ils ne peuvent pas les virer si ça a dégénéré. Ça s'est déjà arrivé? Ça arrive, ça a se déplacer, et puis parce que ça a dégénéré, parce que les gens avec les voitures, ça a l'air que c'était fait. D'accord. On s'en rend impuissant face à ça, puisque ça n'arrête jamais. C'est des fois sur les procédures qu'on impose, je ne sais pas comment
sur la plage. Donc voilà, c'est frustré quoi. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Avoir cet immobilisme est décourageant pour ceux qui veulent venir en aide aux jeunes filles et surtout pour leurs familles. Car derrière chaque adolescente qui se prostitue, il y a des parents qui vivent un calvaire. J'ai eu des photos qui ont été mises en fait via Snapchat. Et là c'est Zach, ma fille elle est là. La peine de Myriam est infinie. Ça fait pas longtemps. Sa fille a commencé à se prostituer à l'âge de 14 ans. 3 ans. Cela fait 2 ans que ça dure. Aujourd'hui, la mère et la fille ont perdu le contact. C'est une toute autre personne en fait. Elle a le visage qui est vraiment marqué, on voit qu'il y a des ridules en fait. Elle a 16 ans quoi, qui commencent à apparaître au niveau de son visage. Il y a une partie d'elle en fait qui est plus là. Pour sortir sa fille de cet engrenage, cette maman n'a pas le choix. Elle doit mener l'enquête avec ses propres moyens. Ouais. Par le biais des réseaux sociaux et avec l'aide d'anciennes amies de sa fille, elle récupère des photos et des conversations SMS pour les transmettre à la police. Donc là, elle dit qu'elle prend 1500 euros. 1500 euros par semaine. Les seules nouvelles que reçoit Myriam, ce sont des amendes des transports en commun, en région parisienne, mais aussi à Lyon et à Montpellier. Je reçois. Sa fille suit ses proxénètes aux 4 coins de la France. Myriam est dans une impasse. Des amendes. Moi, ma fille, je peux pas la récupérer chez moi. Je peux pas la protéger. Je la récupère, elle repartira. Ce que j'aimerais, c'est, je pense qu'il y a d'autres parents aussi qui aimeraient ça, qu'il y ait des choses qui soient mises en place, des centres, parce que bon, je peux comprendre qu'on peut pas les enfermer, ces jeunes filles, mais le souci c'est qu'aujourd'hui on nous donne pas les moyens en fait pour les protéger. J'ai tapé à toutes les portes, il y en a aucune. Il y en a aucune. Quand je demande de l'aide, c'est toujours la même chose que j'entends. C'est-à-dire? Il n'y a pas de solution. Très clairement, il faut comprendre qu'il n'y a pas de solution. Myriam refuse de perdre espoir. Grâce aux informations qu'elle a pu récolter, l'enquête avance pour qu'enfin, les proxénètes de sa fille soient arrêtés et condamnés. Dealer d'ado, une enquête réalisée par Roland Tarsissi, Mathieu Drejoux et Michel Pignard. Bonsoir Armelle Le Bigot-Macot. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes la présidente de l'association ACPE, comme Agir contre la prostitution des enfants. Déjà, ce que l'on voit, ce que l'on montre ce soir, ça a quelle ampleur? On avait ce chiffre-là, environ 6 000 enfants, c'est ça le nombre d'enfants prostitués en France? Il est vague, hein, il est de 5 à 8 000, c'est un chiffre que la CPE a produit avec son petit travail avec les autres associations de terrain, dont le NI par exemple, mais c'est absolument pas un chiffre officiel parce que personne ne se décide à mettre des nombres, des chiffres sur ce phénomène qui est un phénomène d'ampleur. Et peut-être personne ne se décide à regarder la situation en face. Il y a cette phrase marquante dans l'enquête qu'on vient de voir, c'est l'avocate de l'association Le Nid justement qui la prononce, elle dit « On n'a pas la volonté de s'attaquer aux proxénètes ». C'est qui ce « on n'a pas la volonté » ? Faut pas oublier que ça touche à la sexualité. C'est très difficile ce sujet. C'est tabou? Donc, bien sûr que c'est tabou. C'est tabou, mais on fait en sorte qu'il faut qu'on ouvre les yeux, car ces enfants sont des victimes. Donc le ou des professionnels, les politiques évidemment. Donc il faut que quelque part, et merci de nous donner la parole, les gens se décident à soulever ce voile qui n'est pas un voile, qui est un énorme rideau. Hein. Il faut vraiment qu'on arrive à faire comprendre que c'est un phénomène de société. Mais pourquoi ça passe complètement, par exemple, sous les radars de la police qui se passe là? Dans la séquence que l'on tourne dans l'hôtel à Villepinte, il y a un commissariat qui est à quelques dizaines de mètres de là. Tout le monde voit, on ne peut pas ne pas voir ce qui se passe. Pourquoi la police ne s'en occupe pas aujourd'hui? Alors la police, elle a 1000 arguments. C'est vrai qu'ils sont débordés, c'est vrai que ce sujet se développe. Ils ont surtout pas la connaissance du phénomène. Donc moi, je ne leur jette pas la pierre. Je pense qu'il faut les former. Ça a l'air d'être un sujet délicat parce que la police, on l'a invité, ils n'ont pas voulu réagir dans le sujet, ils n'ont pas voulu venir s'expliquer ce soir. Nous, c'est un sujet qui embarrasse le ministère de l'Intérieur. C'est un sujet très encombrant parce que réellement, on a tendance à le traiter en se disant oui, on sait que ça existe, mais c'est, alors je vais dire, les petites Nigérianes au Bois de Vincennes, c'est les petits Roms à la gare du Nord, mais quand on dit, mais non, mais pas du tout, ça concerne maintenant beaucoup d'enfants qui sont nos enfants, alors là, c'est blackout, parce qu'en effet, je crois que c'est un vrai sujet. Et puis je voudrais rajouter aussi que
Les policiers, ils font leur boulot, mais ils font leur boulot sur quelque chose qui est aujourd'hui dépassé sur ce phénomène. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent au gros réseau de proxénètes. Mais c'est plus comme ça que ça se passe. C'est des tout petits réseaux, c'est des réseaux de copinage, c'est des petits proxénètes qui du coup sont moins intéressants, on va dire, en termes de traque et surtout de poursuite. Qui sont ces proxénètes? Comment ils en arrivent là? Alors ces proxénètes, c'est intéressant et c'est terrible. Parce que c'est des gamins, hein, ils sont très jeunes, enfin, de plus en plus jeunes là aussi, comme leurs victimes. Et en fait, c'est des mômes qui ont très bien compris que comme on ne s'occupe pas beaucoup de ce problème-là, c'est vraiment facile de se faire de la thune. Hein, c'est beaucoup plus facile de se faire de la thune avec ça que de se faire de la thune avec la drogue. Donc ils sont passés très facilement et en plus, ça marche très facilement. Donc, quelque part... C'est moins risqué que de dealer du shit en Ah, c'est beaucoup moins. Dealer du shit, on se fait prendre avec du shit dans la poche. Là, ils se font prendre, ils se font pas prendre. Tout se passe effectivement par Internet. Donc voilà, les rendez-vous se passent comme ça. Donc il n'y a pas de risque. À date, il n'y a pas de risque. Et alors, ces jeunes filles, toutes jeunes filles, ces enfants qui se prostituent, on en a entendu dans le sujet, qui assument complètement. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de consentement de leur part? Alors c'est un vrai sujet en ce moment, le consentement. Hein. Donc, on va parler, bien sûr qu'elles ont l'air d'y aller volontairement. C'est d'ailleurs une des raisons qui font que les policiers ont du mal à prendre les parce qu'ils disent, mais enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Elles y vont de leur plein gré. Oui, non, parce que ce sont des enfants. Et effectivement, la Convention internationale des droits de l'enfant dit bien que jusqu'à 18 ans, on est un enfant. Donc on a le devoir, notre société a le devoir de les protéger, j'ai presque envie de dire à leur corps défendant. Pourquoi à leur corps défendant? C'est qu'en fait, ces gamines, elles découvrent au début, hein, ça se passe toujours très bien au début, hein, c'est l'amour, c'est le petit copain, c'est les copines, hein, parce qu'elles recrutent beaucoup entre elles, donc c'est une ambiance un peu de fête. Oui, d'accord, on passe à la casserole, c'est pas forcément de l'argent facile aussi, celle qu'on entendait tout à l'heure est contente de ses revenus. Pas pour toutes, hein. Pas pour toutes, parce que ça aussi, c'est la face cachée de ce phénomène, c'est qu'au début, elles touchent un peu d'argent, et assez vite, elles s'en touchent plus beaucoup. D'abord parce que les 3/4 d'entre elles sont droguées, on les rend addictes à la drogue, ce qui fait elles sont prises dans un espèce d'étau et d'engrenage, et l'argent, elles ne le voient pas. Nous, on est partie civile dans des procès où je peux vous dire qu'à l'arrivée, hein, il y a une vague carte bleue là qu'on leur donne pour aller s'acheter 2-3 fringues, mais l'argent liquide, elles le voient très peu. Il faut quand même aussi parler de ces sites internet comme Viva Street qui servent de vitrine presque légale aux prostituées. C'est le McDrive de la prostitution, disait l'avocate de Shaima dans le sujet. Oui, moi je crois qu'il faut pas avoir peur des mots, hein. Mais bon alors. Là encore, on a voulu inviter Viva Street, ils n'ont pas voulu participer au reportage, ils n'ont pas voulu venir ici. Voilà. Il va y avoir un procès en cours, on va essayer de voir effectivement ce qu'on peut faire là-dessus, mais c'est sûr qu'on va avoir du mal à les mettre en cause, à aller jusqu'au bout de notre démarche. Mais il n'y a pas que Viva Street non plus, hein, il faut savoir. Il y a d'autres sites aussi. Les coco.fr et j'en passe et des meilleurs, il y en a énormément, et ils ont beau jeu de dire, nous on n'est pas censé aller vérifier toutes les annonces. Or, en effet, c'est assez facile et très très rapide de vérifier que ces gamines qui se mettent en scène pour des propos nous, ça nous a pris quelques minutes à vérifier. Au final, on a quand même une impression curieuse d'hypocrisie totale, hypocrisie des hôtels, hypocrisie des sites internet, hypocrisie des policiers. Ceux qui ne soient pas hypocrites, oui, je confirme, les seuls qui ne soient pas hypocrites, c'est les mamans, parce qu'elles souffrent et elles voient la dégradation quand même de leurs enfants. Parce que c'est pour nous, à la CPE, un point extrêmement important. Ces mamans, vraiment, elles mènent les enquêtes, elles se prennent. On en voit une dans le sujet qui fait le travail de la police finalement, qui collecte les preuves, qui récupère les messages. C'est quasiment tout le temps comme ça. Hein. C'est elles qui finissent par trouver les hôtels, les lieux et qui vont dire à la police. Comment vous les aidez, ces mamans, vous, au sein de l'association, concrètement? Alors, comment on les aide? Déjà, on répond quand elles appellent et surtout, on est en train de monter, on a démarré, des groupes de parole parce que je pense que c'est aussi ce qui va permettre d'amplifier le phénomène, de faire parler du phénomène, parce que jusqu'à maintenant, c'est quand même la honte aussi pour ces mamans. C'est terrible pour les enfants, mais c'est une honte et un drame pour les familles de ces enfants. Parce que les frères, les sœurs, la famille entière est impactée par ce drame. Merci beaucoup Armelle Le Bigot-Macot d'être venu ce soir dans un complément d'enquête. Je précise que votre association Agir contre la prostitution des enfants a un site internet et l'adresse, elle s'affiche acpe-asso.org. Merci beaucoup. Merci.
Dans la catégorie des nouveaux esclaves, il y a aussi les migrants. Vous en entendez parler régulièrement, dans les 20 heures notamment, et particulièrement quand leurs embarcations chavirent et qu'on compte les corps. Parfois, ce sont même les passeurs criminels qui coulent ces barques. Ce que l'on sait moins, c'est que ces hommes, ces femmes, ces enfants vivent aussi l'enfer avant d'aller en mer. Nous sommes allés en Libye, où des réseaux très structurés ne reculent devant aucune cruauté pour faire de l'argent avec ces malheureux, traités et négociés comme du bétail. Enquête édifiante et inédite signée Louis Milano-Dupont et Florian Lebrun. Au bord de la Méditerranée, depuis 2 ans, ces plages étaient devenues le principal point de départ de l'immigration clandestine. Sabratha, un territoire tenu par des milices très puissantes, armées de leurs propres chars d'assaut. Après 3 semaines de violents combats, l'armée libyenne vient de leur reprendre la ville. Ces milices s'étaient spécialisées dans un trafic très lucratif. Un sinistre commerce dont les autorités n'ont toujours pas mesuré l'ampleur. Venus de toute l'Afrique, achetés et vendus comme du bétail, avant même de réussir à franchir la Méditerranée. Tu viens d'où? Guinée? D'accord, reste là. Et vous? Vous venez de quel pays? Sénégal? Ok, asseyez-vous là. Je n'ai jamais vu ça. Depuis la fin des combats, on en a déjà récupéré entre 6 000 et 7 000. Ça augmente tous les jours. Ils étaient chez les miliciens, chez Alamou et tous les autres. Alamou, le chef de la principale milice de Sabratha, dont voici l'une des rares photographies. L'un des plus grands trafiquants de migrants, aujourd'hui en fuite. Près du rivage, ces soldats de l'armée libyenne découvrent son quartier général et ses entrepôts où il stockait des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Au total, près de 15 000 migrants ont été trouvés dans les hangars de Sabratha. 6 000 seraient encore entre les mains des miliciens. Le commandant Bassem Al-Garabli dirige la lutte contre ces réseaux criminels depuis 4 ans. Il a vu les trafiquants construire leur empire sur le dos de ces migrants. Parmi eux, il y en a qui ont payé jusqu'à 5 000 $ pour arriver ici. Ça peut représenter des dizaines de millions. Alamou, à lui tout seul, possédait au moins 10 millions de dollars. Ces gens sont juste de la marchandise. C'est du trafic d'êtres humains. Un trafic qui, selon plusieurs ONG, rapporterait entre 1,5 milliard et 3 milliards de dollars. Ces migrants, en Libye, on les appelle les diamants noirs. Avant de rejoindre la Méditerranée, ils doivent accomplir un long et périlleux voyage. Ils commencent au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Nigeria. Il se poursuit à travers la Libye, sur l'une des routes les plus dangereuses. Elle passe par Bani Walid, plaque tournante du trafic de migrants. À 150 km des côtes libyennes, dans le désert, la ville de Bani Walid est une oasis. Une enclave où le drapeau libyen est absent. Ici, c'est le vert qui domine, la couleur de ceux qui sont restés fidèles à Mouammar Kadhafi. Une zone de non-droit
où les djihadistes de l'État islamique font régulièrement des incursions et où les trafiquants prospèrent. Notre guide est l'un des dignitaires de la ville, Alou Senkir, professeur d'université. Il nous emmène dans ce foyer dont il assure la sécurité. Comment ça va? Ah, lui, c'est comme mon fils. C'est mon bébé. Ce lieu, c'est un refuge. On l'appelle la maison de la paix. Un endroit pour nos frères africains. Qui ont essayé d'accomplir leur destin, mais ils ont été kidnappés et enfermés comme des prisonniers. Ont été séquestrés par les trafiquants et ont dû payer une rançon pour être libérés. Nali Fofana est immense. Il a 30 ans et il rêvait de rentrer. Pendant 6 mois, il a été torturé. Sinali est passé par 3 prisons différentes. Sa famille a dû envoyer l'équivalent de 3 300 € pour que ses pensionnaires le relâchent. Une fois par semaine, quand les conditions de sécurité le permettent, des humanitaires de Médecins sans frontières viennent jusqu'à Bani Walid. C'est les premiers, les 7 premiers. D'accord, après c'est des gens qui sont les autres. D'accord. On va dire d'abord les premiers parce que là ça va se faire le jour, ça va être médical. C'est quand nous arrivons en première fois. 3 jours, en 3 jours, il y a 7 nouveaux arrivants. Et peut-être 2 autres encore, on ne sait pas. On appelle le premier. Pendant plusieurs heures, le médecin enchaîne les consultations. Tu as reçu des coups ici? Une vingtaine de patients à chaque fois. Aboubacar Dirassouba a 29 ans, il est ivoirien lui aussi. Il a été libéré il y a seulement 2 jours. Olivier Demoinet intervient dans des zones de guerre depuis près de 25 ans. La dernière fois qu'il a soigné ce type de blessure, c'était lors du génocide au Rwanda.
Aboubacar, force au foyer. Près de 70 hommes et une seule femme, Rachel John, une Nigériane de 21 ans, avec sa petite fille, âgée d'1 mois. Elle a accouché dans cette pièce. Elle s'appelle comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire merci mon Dieu. Parce que là d'où je viens, c'était très difficile. Et toute personne qui s'en sort se doit de remercier Dieu. Elle aussi a été torturée. Sa famille n'avait pas l'argent pour payer sa rançon. Sur ses photos, prises le jour de son arrivée au foyer, elle nous montre ses cicatrices sur son crâne. Ses bourreaux l'ont frappée à coups de pelle. Prisonnière pendant toute sa grossesse, Rachel s'estime chanceuse de ne pas avoir eu son enfant en détention. Nous étions plus de 300. Il y avait beaucoup d'enfants là-bas et des femmes enceintes. Celles qui avaient déjà des enfants, leurs enfants se faisaient battre. Ils les fouettaient, ils battaient même les bébés. Ils les battaient et ils les fouettaient pour les obliger à payer l'argent. Ils donnaient des cigarettes aux enfants pour qu'ils les fument. Et si les enfants refusaient de fumer, ils les fouettaient. Rachel a renoncé à rejoindre l'Italie. Elle souhaite rentrer chez elle au Nigeria, mais sans ressources. Elle est coincée à Bani Wali. Le foyer est le seul endroit où ces migrants retrouvent un peu de dignité. Libérés d'une douzaine de prisons différentes, tous nous décrivent la même méthode. Implacable. Pour obtenir le maximum d'argent, les trafiquants appellent les familles pendant les séances de torture. Les proches de Demba ont ainsi entendu depuis le Sénégal le jeune homme se faire électrocuter. Voilà, c'est mon numéro de ma maman. Quand j'ai commencé de parler à maman, ok, on m'a attrapé, on m'a branché le courant là. J'ai crié, maman, 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 maman. Maman, il faut payer mon argent. Il faut payer, il faut me libérer, sinon on va me tuer ici. Si ta maman a écouté ton voix de crier comme ça, tu pleures, ta maman ne peut pas rester calme là-bas. Bon, ils vont trouver une solution pour te libérer. Pour trouver une solution, même s'ils vont prendre le crédit d'argent pour te libérer seulement. Certains vendent même leur commerce ou leur maison. Une fois la somme réunie entre 500 et 3500 euros, les familles l'envoient aux ravisseurs via des transferts internationaux. C'est triste. Mais là encore, sans être sûr que le racket va s'arrêter. Il faut payer en tranche. Doucement, doucement. Pourquoi faut pas tout payer tout de suite? Parce que tu as peur qu'on te revend dans une autre prison. Il te fait une fois, il s'est dit que tes parents ont beaucoup d'argent. Donc quand on te vend ailleurs, tes parents vont payer à Kona. Donc c'est comme ça, il s'est dit, les gens aussi ont compris ça. Il faut comprendre à les parents que vraiment, il ne faut pas payer tout l'argent à la fois. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'osent même pas sortir du foyer. Leurs kidnappeurs ne sont pas loin, à 2 ou 3 kilomètres d'ici. Alou Senkir, l'homme qui tente de protéger les migrants, nous emmène dans la périphérie de la ville, une zone peu habitée. Là où il y a 4 mois, il s'est attaqué à une de ces prisons clandestines, derrière ces enceintes de béton. Interdiction de quitter la voiture. Si vous essayez de sortir, que quelqu'un vous voit avec la caméra et qu'il se rende compte que vous êtes français, ça va mal se passer. Il
Il serait intervenu à la suite d'un coup de téléphone d'un habitant du quartier. Le dignitaire affirme avoir négocié avec ses hommes la libération de 300 migrants prisonniers derrière ce portail. La seule fois où il a délogé des trafiquants. Voilà, c'est ici. Nous avons encerclé les lieux et ensuite nous sommes rentrés à l'intérieur et nous avons fait sortir les gens. Nous avons appelé celui qui était responsable de leur détention et nous avons conclu un accord pour qu'il les laisse libres. Sinon, nous allions l'arrêter. Ici, il n'y avait qu'un seul garde avec une seule arme, alors que les autres prisons sont tenues par beaucoup d'hommes armés. Maintenant, il faut partir. Je viens d'entendre une porte s'ouvrir. La seule image de ces prisons clandestines a été diffusée sur Internet par un journaliste somalien. Il a réussi à joindre des migrants de son pays, emprisonnés quelque part en Libye. Sur cette vidéo tournée avec un téléphone, ils décrivent l'horreur de leur détention, le manque d'eau et de nourriture, les sévices. Tout au fond, l'un d'entre eux est allongé sur le ventre. Ses geôliers lui ont posé un parpaing en ciment sur le dos. Il me demande 8000 $. Les Libyens m'ont torturé et cassé les dents. Ils ont posé une grosse pierre sur mon dos et je suis là depuis 11 mois. La traite des migrants, un fléau dont Alou Senkir aimerait que sa ville se débarrasse. L'universitaire souhaite nous montrer les forces sur lesquelles il s'appuie. Ces hommes, ce sont eux qui assurent la sécurité de la ville, jour et nuit. Et ce sont eux aussi qui luttent contre les trafiquants de migrants africains. Une milice constituée d'une trentaine d'hommes armés, dans une ville tenue par des clans, affranchis du pouvoir libyen. Il n'y a pas de gouvernement ici. C'est encore le régime de Kadhafi. Il est encore vivant et il est toujours ici. Et nous faisons les choses comme nous pensons qu'elles doivent être faites. Nous ne sommes pas sous la protection du gouvernement. Un combat presque impossible à mener contre des trafiquants connus de tous, enracinés à l'intérieur même de Bani Walid. Dans cette ville, tout le monde se connaît. Ce sont de grandes familles. Les kidnappeurs sont aussi de cette ville. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ce que nous aimerions entreprendre, il faut le faire avec beaucoup de prudence. Mais avec ces hommes armés, vous n'êtes pas assez fort contre les kidnappeurs? Il est impossible pour nous d'agir librement. Parce que si je vais dans une de ces prisons et que nous commençons à tuer tout le monde, ça veut dire que des gens de Bani Walid vont s'entretuer et des migrants africains vont mourir. Vous comprenez? On ne veut pas que cela arrive. À Bani Walid, il y a ceux qui survivent aux trafiquants. Et il y a tous les autres, retrouvés morts le long des routes. À tel point que certains habitants ont dû eux-mêmes trouver une solution. Mohamed Bari fait partie d'une association caritative de la ville. Nous sommes à 10 km de Bani Walid. Nous allons là où un propriétaire nous a fait une donation. Une parcelle de terre de 2 ou 3 hectares. Mohamed ne pensait pas devoir un jour mener ce genre de projet. Un cimetière aux allures de fausse commune. C'est le cimetière pour les migrants clandestins. Ça commence là, et il est délimité par le mur de terre que vous voyez tout autour. Les corps sont déposés entre ces parpaings. Tout ça, ce sont des tombes. Là, c'est une rangée de tombes, puis une autre, et encore une autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut toujours qu'il y ait des tombes prêtes.
Chaque mois, l'association doit enterrer 25 à 30 corps. On s'est habitué à ce chiffre. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Au total, en 2 ans, l'association a enterré entre 500 et 600 corps, peut-être plus. Par crainte de représailles, Mohamed ne veut pas s'attarder sur les causes de ces décès. Notre travail commence dès qu'on trouve un corps. Tout ce qui se passe avant ne nous concerne pas. Nous, ce que l'on peut faire, et c'est le minimum, c'est d'enterrer ces personnes, leur offrir une sépulture décente. Bien sûr, tout le monde est en colère, très en colère à cause de cette situation. Mais en l'absence de solution, nous ne pouvons qu'apporter une réponse humanitaire. On a besoin d'une intervention de l'État pour résoudre ce problème. En 2016, plus de 5000 migrants sont morts lors de leur traversée de la Méditerranée. Il n'existe aucun chiffre, aucune estimation sur tous ceux qui ont perdu la vie dans le désert. Le sang des diamants noirs, enquête tournée en Libye par Louis Milano Dupont, Florian Lemoyle, montage assuré par Pierre-Louis Devet. Nous sommes à présent dans le 18e arrondissement de Paris, le centre d'accueil humanitaire Paris-Nord, avec des halles et une bulle qui sert de centre d'accueil pour les réfugiés. Ce centre, il a ouvert il y a 1 an pile et depuis 1 an, il a permis de mettre à l'abri plus de 20 000 personnes. Centre géré par Emmaüs Solidarité. Ici, la ville, l'État et les associations travaillent main dans la main avec un objectif simple, c'est d'essayer de mettre fin au campement de rue. Il y a 400 personnes en permanence qui restent en moyenne 5 à 10 jours. Et puis, ces personnes qui viennent d'Afghanistan, du Soudan, mais aussi du Tchad, de Somalie ou d'Érythrée, eh bien, sont orientés vers des centres pour demandeurs d'asile. Certains d'entre eux sont sûrement passés par la Libye, d'où vous rentrez, Louis Milano Dupont, bonsoir. On est un peu surpris par ce trafic qu'on découvre et on a du mal à en mesurer l'ampleur. Quelle en est l'ampleur de ce trafic? Eh bien, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, estime qu'il y a entre 700 000 et 1 million de migrants en Libye. Alors évidemment, tous n'ont pas été torturés et kidnappés, mais sans aucun doute, une grande partie d'entre eux, puisque ces organisations criminelles se sont greffées sur des routes traditionnelles de migration. Sur les points de passage. En Libye, exactement, là où il y a beaucoup de passages, et dans leurs prisons clandestines, ils sont capables d'enfermer plusieurs centaines de personnes. Donc si on essaye de dessiner un chiffre, c'est probablement en dizaines de milliers par an qu'il faut compter, peut-être en centaines de milliers ces dernières années. Alors, ces malheureux qui sont séquestrés, torturés, kidnappés, ils n'ont pas d'argent. Donc du coup, on se demande comment ce trafic peut être lucratif pour ceux qui kidnappent. Quand on sait qu'une libération, le prix est de entre 500 et 3500 euros, et bien à la fin, ça représente entre 500 et 3500 euros par personne, et bien à la fin, ça représente beaucoup d'argent. Et plus globalement, en Libye, après la contrebande de pétrole et d'essence, le trafic de migrants et le business qui rapporte le plus, ça représente entre 5 et 10% du PIB. C'est énorme en termes financiers, mais aussi en termes de pouvoir pour ces organisations criminelles, et notamment certains États dont les capacités sont limitées. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est quel est le circuit de cet argent par transit, où est-ce qu'il le trouve, comment il arrive, comment de la famille en Côte d'Ivoire par exemple, jusqu'à la poche du ravisseur. Eh bien, ce sont les prisonniers qui transmettent à leur famille soit des coordonnées bancaires, soit des noms des établissements spécialisés dans les transferts internationaux. Il faut faire millions, des choses comme ça. Exactement. Et ensuite, l'argent transite à l'étranger. Et l'argent n'est jamais envoyé directement en Libye. Il passe par des pays par exemple les joueurs qui sont capables de blanchir l'argent, de brouiller les listes. Et c'est aussi ce qui prouve que ces réseaux sont très organisés, avec des complicités à l'étranger et avec des ramifications extrêmement difficiles à défendre. On a vu dans notre film Aboubacar, notamment dans le groupe, c'est une culture qui sort toujours dans le dos. Son frère était détenu avec lui. D'abord, Aboubacar, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce que vous le savez? Alors oui, Aboubacar est toujours à Beni Walid. On l'a rencontré et Aboubacar n'était pas tout seul, il était avec son petit frère. Et donc il s'est rassuré, mais cette somme ne suffisait pas à libérer donc lui et son petit frère ont dû faire un choix terrible lequel d'entre eux allait partir. Alors ils sont convenus ensemble de faire Aboubacar, puisque Aboubacar est le frère aîné et qu'il serait plus apte, plus à même de trouver une solution pour le faire. Et alors, son frère qui est censé lui donner ou pas? Son petit frère, oui, on a eu des nouvelles, il a été libéré
parce que sa famille s'est à nouveau endettée. Elle a payé l'équivalent de 900 € pour sa libération. Elle n'a pas eu d'autre choix que de prendre cette industrie définitive, des familles qui s'endettent et qui s'appauvrissent dans le pays d'origine de ces gens. Quand ils arrivent à s'en sortir et qu'ils arrivent en Europe, quel est leur statut? Parce qu'ils ont été torturés, donc est-ce qu'ils deviennent des réfugiés politiques ou est-ce qu'ils ont droit à l'asile politique? Est-ce qu'ils rentrent dans économique? Oui, on peut dire à journaliste, ce sont essentiellement des personnes qui arrivent d'Afrique de l'Ouest, qui fuient la pauvreté, la misère, qui rêvent d'aller en Europe et ce ne sont pas des personnes qui sont des frontières ou des persécutions. Pour obtenir des statut, c'est la menace dans le pays d'origine qui est évaluée. Alors donc Abou Bakar, s'il arrive en France ou en Europe, il restera un réfugié économique. Alors, c'est des situations qui sont examinées au cas par cas, évidemment. La suite seront évaluées, on va évaluer sa vulnérabilité, et le droit d'asile ne sera absolument pas acquis. Et la question de la prise en charge de toutes ces personnes qui ont suivi Merci Louis Milano. Du coup, encore rapidement pour vous signaler que Emmaüs Solidarité qui gère ce centre donc collecte des vêtements et notamment de très gros besoins pour les vêtements hommes, qui besoin des parages, des portées tous les jours, ici boulevard dans le 18e arrondissement, toutes les infos pratiques. Vous êtes sur le site de l'association Emmaüs-solidarité au singulier.org. Alors ce qui est marquant depuis le début de ce numéro de complément d'enquête, c'est de constater à quel point l'esclavage des temps modernes peut prendre des formes diverses. Au mois de septembre, eh bien, on avait été très émus par la tragédie vécue par une jeune Française partie au père. On s'est demandé, on s'est interrogé sur les conditions de travail de ces jeunes filles qui partent tenter une forme d'aventure a priori sécurisée dans un pays étranger. Que se passe-t-il dans le milieu des familles? C'est une enquête de Sébastien Lafargue. Dimanche 8 octobre dernier, dans le quartier de Wimbledon à Londres, une marche est organisée en mémoire de Sophie Lioret. Cette Française de 21 ans travaillait comme jeune millionnaire dans la capitale britannique. Son corps calciné a été retrouvé dans le jardin de ses employeurs, introduit la nuit en étant provisoire. L'enquête a déterminé les circonstances exactes de sa mort. Mais pour les proches de Sophie, aucun doute. La jeune fille vivait sous l'emprise du couple qui l'hébergeait, qui aurait exploité pendant plus d'1 an. Et quand elle avait un peu de temps libre, c'était pour faire du ménage. Dans l'assistance de cela, de jeunes filles au père. Elles sont obligées de leur conditions de travail parfois épuisantes. Par la fin de l'expérience formidable, on découvre des choses, une nouvelle culture, et on va pas la connaître la plus. Nous ne sommes pas des esclaves, nous venons ici dans le but d'apprendre une langue, dans le but d'être accueillis par une famille chaleureusement. Depuis la mort de Sophie Lioret, les dossiers est peu à vivre. Sur la toile, des dizaines de jeunes racontent l'envers du décor. Tâche débutante, horaire à rallonge,